Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Comme d'habitude, je vous propose de préparer la semaine, on va voir bien sûr les annonces, la géopolitique un petit peu, parce que là ça vaut le coup d'en parler, et puis bien sûr on passera sur les graphiques avec les zones d'intervention et un petit peu des idées de plans si vous voulez, pour vous aiguiller. C'est vraiment des idées de plans, il faut vraiment que ça vous serve d'idée, à vous d'affiner après selon votre méthode, selon vos stratégies, et ça peut éventuellement vous servir de boussole. C'est vraiment en tout cas, mon but, mon premier but, si vous voulez, pour faire ça. Alors on va commencer tout de suite avec les annonces micro-macroéconomiques, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir cette semaine. On commence à, je crois que là je suis resté sur 2 étoiles dans mes filtres. Oui, voilà, pas besoin. La première chose à se rappeler, c'est qu'il y a Thanksgiving jeudi, à partir de jeudi aux US, donc ça va être une semaine un petit peu courte. Voilà, et surtout ne vous faites pas piéger, il y a une clôture prématurée des marchés, donc en fait c'est une demi-journée de cotation côté US, donc globalement à partir de 17h, 18h, vous avez une fermeture des marchés. Après, ça dépend comment réagissent vos courtiers, donc méfiance, mais globalement, comptez que les marchés sont fermés à partir de cette date-là. Donc voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, à retenir les minutes de la Fed, compte rendu des FOMC le mercredi à 20h. Donc il y a aussi une réunion demain à 20h, mais ce qui va vraiment être impactante, c'est celle de mercredi, avec justement, comme d'habitude, le fameux Fed Watch Tools et justement les probabilités. Est-ce que globalement on aura une baisse de taux ou est-ce qu'on aura 2 baisses de taux en décembre, ou plus précisément une baisse de taux ou pas de baisse de taux. Et surtout, les anticipations des opérateurs de marché. Oui, ça aura un impact sur le marché et ça va être assez intéressant. Bien sûr, les chiffres. Deuxième chiffre du PIB, trimestre 3 aux US, pour le moment 2,8. Il faudra attendre l'actualisation des chiffres vers midi heure française mercredi. PCE Core, alors là c'est là où c'est intéressant parce que le PCE Core est donné à 2,7 alors que le PCE, je voulais chercher le... globalement vous en avez un, comme d'hab, vous avez le Core et je voulais le pas Core. Non, c'est ça. Oui, voilà. Il est donné à 2,7 précédemment, donc à voir s'il va plutôt augmenter ou plutôt descendre. Ça va être tout simplement intéressant pour regarder un petit peu la suite niveau de l'inflation. Je vous rappelle que l'inflation, on a beau commencer à baisser les taux, faut pas les diminuer trop vite, parce que si on les diminue trop vite, il peut y avoir un effet tout simplement justement sur l'inflation, globalement. Donc il faut faire attention. En plus de ça, justement, la Fed, les FOMC commencent à en discuter de tout ça. Ouais, vous savez, les taux neutres, ils sont plus bas que ce qu'on avait prévu, ou ce qui était initialement avant la baisse des taux. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Ça veut dire qu'on est au-dessus de ces fameux taux neutres. Donc je vous rappelle que les taux neutres, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire qu'au-dessus, où il y a plus de chances de tomber ce qu'on appelle en récession. Et si on est en dessous, on a plus de chances de refaire remonter l'inflation trop vite. Donc c'est pas bon non plus. D'accord? Donc méfiance à ces fameux taux neutres. Le calcul des taux neutres n'est jamais donné. Le taux neutre en lui-même n'est jamais donné. Mais le fait qu'il y ait ce changement dans le discours, méfiance, ok? Donc on n'oubliera pas ça. Forcément, ensuite, vendredi, il y a des chiffres qui sont intéressants. Donc on aura par exemple l'indice de prix à la consommation annuelle révision de novembre en Europe, donc 2,3 pour 2%. Donc pareil, il faut attendre la mise à jour du chiffre, mais ça voudrait dire qu'il y aurait un petit rebond de l'inflation côté Europe. Ça serait le premier. On a été un petit peu en avance de face sur les US sur un point, c'est la baisse des taux. Donc est-ce que ça va continuer de ce côté-là? C'est à voir. Bien sûr qu'il y a des petits changements. Scott Bessent succédera à la non regrettée, ok. Il y a pas mal de choses, je vous mettrai cette petite coupure. Merci Leloup d'ailleurs de me l'avoir donné. Pour le coup, c'est assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses bien, mais il dit des choses pas très bien. L'important, comme d'habitude, ça va être de voir comment réagissent, bien sûr, les opérateurs de marché. C'est la seule chose qui nous intéresse, forcément. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? En début de séance, on a vu que c'était plutôt positif. Ils ont amorcé une sorte de petite correction. Après, de toute façon, l'envolée qui a eu, le gap magnifique, c'est normal d'aller au moins les combler. On reviendra graphiquement. Rien à craindre, mais ça va être important de suivre tout ça. Les conflits aussi, là, il y a eu un cessez-le-feu côté Gaza, donc c'est cool, ça a créé un impact en tout cas sur l'or. Est-ce que c'est le bon moment de racheter? Comment se positionner face à tout ça? Je vous propose de tout simplement regarder. Du côté des indices, comme d'habitude, il y a les plus forts et les plus forts. Du côté des plus faibles, pardon. Du côté des plus forts, je vais vous en donner qu'un seul, c'est le Dow Jones. Je vais vous enlever un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là sur mon graphique. Je vais enlever la petite chicou que je suis en train de travailler justement pour vous.
On est ici en données de temps journalier. On peut voir que c'est absolument magnifique. On a eu un rebond, c'est ce que j'appelais une zone intermédiaire, mais qui correspondait finalement aux ATH, d'accord. Et puis un petit peu de 4 heures, on était un petit peu en hésitation semaine dernière, et finalement, pouf, on a tout éclaté par le haut. Donc voilà, plusieurs zones pour moi, il y a toujours cette zone intermédiaire qui pourrait devenir une zone 4 heures, où idéalement elle sera un petit peu plus haute la zone 4 heures, mais on verra ça. Pour le moment, qui est toujours aux alentours de 33 400, globalement 33 500. Par contre, il y a une zone à tenir par rapport à tout simplement cet ATH qui pour le moment tient magnifiquement bien, c'est la moyenne, ce que j'appelle le setup tendance haussier, ok. C'est-à-dire moyenne mobile 50 périodes dans le sens à prendre, bande haute de Bollinger. Je m'autoriserai à le travailler une fois, par exemple ça va arriver ce soir, ou si ça arrive demain matin, je m'autoriserai à le travailler une fois. Vous avez vu, je mets une alerte un petit peu là sur les bandes de Bollinger et j'ajusterai, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire comme ça par exemple, que ça ne me dérangerait pas, ok. Si on passe sous la moyenne mobile 50 périodes, par contre je ferai un petit peu plus attention et je regarderai mes zones un petit peu plus basses sans aucun souci. En 4 heures, je vous rappelle qu'on a le temps, il y a la moyenne mobile 50 périodes qui commence à peine à se mettre dans le flux haussier, d'accord. Donc on va dire qu'on va attendre, d'accord. Pour le moment, la zone elle est sur 43 000, donc on a largement le temps de travailler un petit peu tout ce graphique, en sachant que pour moi, c'est vraiment le plus fort. Alors attention, je vous dis pas qu'il faut pas le vendre, je dis pas pas forcément, mais en tout cas, moi, je vais le favoriser à l'achat. C'est-à-dire que je vais maximiser mes chances de réussite. Ok. Côté, on va dire, celui qui est passé neutre aussi, celui qui est passé justement plutôt à l'achat, plutôt acheteur, d'accord, c'est le Nasdaq. Et ça sera le cas tant qu'il ne sera pas en dessous de 20 650, pardon, 20 750, d'accord. Ça a été d'ailleurs une zone que j'ai proposé à racheter, on verra plus tard, avec une zone 4 heures en formation, donc avec 3 plus bas ici, ok, qui va être à regarder. Est-ce qu'on sera capable de s'installer au-dessus, d'accord, aller titiller les ATH finalement, d'accord. Est-ce qu'on va être capable de s'installer au-dessus ou est-ce que justement on va rester en dessous et rester plutôt neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement quand tu veux, tu t'arrêtes, rester tout simplement en range en fait, dans un grand range, plus ou moins, d'accord. Ou est-ce que justement, non, on va casser par le haut. Je n'en sais rien. Pareil, il y avait une zone acheteuse, il y a la moyenne mobile 50 périodes horaires qui est juste là. On a clôturé pile poil pour les hésitations, mais n'empêche que ça donne un petit peu l'exemple du trade que je veux passer sur le Dow Jones. C'est pour ça que je vous le montre, sinon je vous l'aurais pas montré. D'accord. C'est un peu ce que j'appelle des zones intermédiaires pour moi, et je vais les utiliser au moins une fois sur les indices que je considère comme étant les plus forts. Graphiquement, c'est pas dégueulasse. C'est-à-dire qu'on s'est installé au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes 4 heures. Voilà. Pour le moment, elle est toujours baissière, la petite moyenne mobile. Pour le moment, il n'y a que la Tenkan et la moyenne mobile 20 qui ont recroisé à la hausse. C'est pour ça que, je vous le donne qu'après le Dow Jones, parce que pour moi, le Dow Jones et même le SP500 sont beaucoup plus haussiers que ce petit Nasdaq. Ok. Ça, c'était du côté, Côté neutre, maintenant, il y en a toujours un, malheureusement, c'est notre ami le DAX. Ok. Finalement, le graphique, il n'a pas changé. Je l'ai à peine modifié, voire même pas du tout. C'est-à-dire qu'on a un haut de range avec des bandes de Bollinger journalières qui sont regardées un petit peu, on va dire, étriquées, d'accord, qui commencent à étriquer le cours. Donc ça veut dire que globalement, tant qu'on passe pas au-dessus des 19 500 en clôture journalière, il n'y a pas trop à avoir peur, d'accord. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des rejets comme ce qu'on a eu le mercredi 6 novembre ou le 11 novembre. Tant mieux dans ces cas-là, en sachant qu'il y a une zone intermédiaire qui est en train de se créer, qui est toujours la même. Globalement, quand j'étais en dessous, j'avais plutôt tendance à vous dire, écoutez, sur les 19 200, 230, on peut favoriser à la vente. Mais maintenant qu'on est au-dessus, c'est plutôt aux alentours des 19 300, 300, voire 280, on peut plutôt racheter. C'est une zone intermédiaire. Donc ça dépend de quel côté vous placez, d'accord. Clairement, il est plutôt neutre. Donc voilà. Moi, ce que je vois, c'est quand je prends mes indicateurs oscillatoires, par exemple ma MACD, on est toujours quand même bien vert, d'accord, sur cette MACD. Donc il faudra attendre quelques jours, peut-être fin de semaine, peut-être début de semaine prochaine, pour vraiment reprendre le travail vendeur. Et sinon, je me baserai tout simplement sur ce qui est capable de nous faire les mouvements 4 heures, c'est-à-dire que là, on a croisé MACD en début de journée, on a comblé le gap, maintenant, balle au centre, quoi. Donc, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Bien sûr, ça reste des zones de travail, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, sur 440, 480, vous pouvez plutôt vendre, accompagner au moins jusqu'à 320, 280, 280, 320, vous regardez, et si vous êtes agile, et puis vous rachetez ici pour revendre sur 440, vous avez compris,
ok? Et si ça casse, bah, vous avez une vente de tout en haut. Donc ça peut être intéressant de garder éventuellement un deuxième take profit pour y aller, quoi. Ok? Donc ça, c'est la première chose que je donne. Et puis, bah, si on repasse en dessous, bah, vous avez compris, on recommencera le travail. Et on est dans des ranges, et regardez, bah, soit on est en bas, je vais vous mettre ça en noir, soit on est en bas, soit on est en haut, mais bon, bah, pour le moment, on est dans des grands ranges journaliers, et donc il faut s'adapter à ça. C'est pour ça que lui, je l'ai donné neutre. Le plus faible pour le moment, qui va peut-être me changer quelque chose, mais pour le moment, c'est pas le cas, bah, tout simplement notre CAC, ok? Il y a des zones, donc il y a des zones, en fait, 7315, 7300. Ensuite, il y a 7400, 7415. Ensuite, il y a 7006, 7615. Et ainsi de suite, ok? Mais pour le moment, il crée vraiment des ranges, comme ceci, boum, et il est, vous voyez, il est transperce. On le décale plutôt par le bas, ok? Alors attention, on arrive quand même sur une grosse zone, des plus bas de... Je vais vous enlever ça. Des plus bas du carry trade, finalement, donc d'août. Et là, bah, on est un petit peu là-dedans, à savoir, est-ce qu'on casse ça, le seuil à tenir là, hop, je vais même juste marquer seuil à tenir. Seuil à tenir pour les acheteurs. Est-ce qu'on va percer les 7100 ou pas? D'accord? Clairement, il y a un truc que j'aimerais juste rappeler, c'est qu'on est fin novembre, il reste une semaine, donc là, virtuellement, un petit peu plus de 3 jours de cotation. Et après, on passe en décembre. Et l'année dernière, on a eu un rallye de Noël absolument impressionnant tout le mois de Noël. Donc du coup, je ne m'interdirais pas d'acheter le plus faible, le CAC, sur les justement 7150, voire 7120 en excès. Voilà. Parce que je me dis, sur un malentendu, d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, on peut avoir tout simplement la continuité du mouvement qu'on a eu, l'exemple de fin de semaine dernière. C'est-à-dire un beau rebond sur tous les indices, un peu de façon éparpillée comme ça, un peu en mode rallye de Noël, vous l'avez compris. Donc du coup, ça m'intéresse tout particulièrement. Ok, donc clairement, je vous le dis, je m'interdis pas d'acheter le CAC. A contrario, pour profiter du rallye de Noël, parce que c'est un peu la période, moi ce que je vous invite tout simplement à faire, c'est si vous avez des portefeuilles actions par exemple, c'est de choisir des bonnes cotations actions et tout simplement d'en profiter. Alors, je vais pas vous faire trop de plans sur la comète, ok, mais il y a quand même des choses qui sont sympathiques. Je pense par exemple à LVMH, attendez, je vais enlever tous les... LVMH, sur laquelle on est quand même sur une belle zone, donc ça peut valoir le coup. Personnellement, je suis déjà dedans. C'est possible que je me surcharge un petit peu de LVMH pour Noël. Il y a Hermès. Alors Hermès, elle semble extrêmement haute. Elle semble extrêmement... semble tout simplement extrêmement haute, on va pas se mentir, d'accord? Mais ça vaut le coup pour aller chercher 100, 200 euros par action. Il faut savoir que Hermès, elle a quand même des marges bénéficiaires absolument incroyables. Elle est un petit peu surcotée par rapport aux autres, mais vu qu'elle a des marges bénéficiaires, des marges d'exploitation absolument incroyables, ça vaut le coup. On dirait de la tech le truc, d'accord? Donc ça vaut pas ça vaut quand même le coup. Il y a Air Liquide aussi qui nous a donné les 155 à peu près, vous voyez, d'accord? Bon, pourquoi pas en fait? Pour votre portefeuille, alors oui, c'est moins bien que 140, 135 euros par action, mais en fait c'est vraiment pour profiter du rallye de Noël, vous achetez un paquet d'actions, et puis tout simplement, vous attendez, on va dire fin décembre, pour liquider une partie de vos actions. Et en fait, vous faites des pourcentages, entre guillemets, faciles sur le rallye de Noël. Il faut savoir que la saisonnalité vous donne, sur les indices, 80% de chances de hausse sur le mois de décembre. Donc vous mettez quand même les statistiques en plus de votre côté, quoi. Ça peut être quand même assez cool, on va pas se mentir. C'est pour ça que je vous donne quelques actions comme ça, parce que mine de rien, c'est intéressant. Bon, forcément, on va passer au monde du Forex. Alors, je suis un peu embêté avec le monde du Forex, parce que c'est toujours le même plan que j'ai. Globalement, nous sommes ici sur le dollar, et vous voyez qu'il y a une zone hebdo. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une grosse résistance hebdo? Oui, éventuellement, pourquoi pas essayer de le vendre, ok? Il y a encore un petit peu de mouvement hebdomadaire, donc c'est possible que cette semaine, il n'y ait pas de grands mouvements, mais vous voyez que quand ça réagit, quand même, ça réagit sur cette zone assez bien. Le problème, c'est que j'ai pris un stop loss sur un plan que je vous ai donné la semaine dernière, d'accord? Et donc, du coup, j'ai tendance à me dire, ok, je laisse passer quelques jours, et au pire, je reviendrai vers vous avec une petite vidéo sur le dollar, justement. La seule chose que je peux mettre, c'est que le break journalier est en train d'être fait, mais regardez, il est en train d'être ravalé. En fait, finalement, on a la Tenkan qui réagit, on a une MACD qui est un petit peu perdue là sur les plus hauts, ok? Et je vous ai mis quand même les plus bas, le break hebdo, d'accord? En bleu. Comme ça, graphiquement, ça fait que globalement, si on repasse en dessous des 105.75, il y a plus, je dis bien plus, de chances qu'on ait cette correction et au moins jusqu'au setup journalier qui est aux alentours de 104 globalement aujourd'hui. C'est quand même une belle correction pour le dollar index. Forcément, comment en profiter? Plein de manières. Alors,
il y a l'or, bien sûr, mais on va revenir sur le cas de l'or. Il y a éventuellement l'euro USD. Bon, voilà, comme vous avez dit, en fait, j'ai pris un stop la semaine dernière sur l'euro USD, justement. J'ai commencé à accumuler vers les 1,054-52, et malheureusement, il a décidé de casser. Et donc, j'ai dû prendre ma perte, parce qu'en l'attend, ça me faisait quand même un petit peu plus de moins 2%. Donc, j'ai préféré couper pour protéger toutes mes propres firmes, etc., revenir en forme, d'accord, justement, cette semaine, et voir un petit peu s'il y a des trades qui peuvent être intéressants. Donc à voir, on est pareil sur le même cas que le dollar, pardon. C'est-à-dire qu'on est en train de faire le break de la bougie précédente, ok. Et puis éventuellement, on ira chercher le setup en formation va peut-être se faire, d'ailleurs je vais baisser ça tout de suite, vers 1,08. Ça fait quand même pas mal de pips à aller chercher, ok. Ça fait 300 pips à aller chercher, c'est pas négligeable, ça peut être cool pour une petite correction du dollar. Surtout que c'est appuyé, la correction du dollar, par justement la nomination de fameuses cotes aux US. Donc ça peut être justement une petite tartine. Elle va mettre du temps à se mettre en place, je pense, parce que on voit bien que quand on déplie le graphe, c'est quand même extrêmement baissier. Donc avant que ça rebondisse, il faudra peut-être quelques temps. Mais ça, du coup, ça vous laisse tout simplement le temps de travailler ça proprement pour essayer de récupérer tout simplement un achat. Exemple par exemple, moi, je vais attendre parce que je veux voir si on est capable de nous faire une grosse bougie. Je vais faire bien verte là. Une grosse bougie au-dessus de cette moyenne mobile 50 périodes 4 heures, qui sera déjà un bon signal. Alors attention, c'est pas pour autant que j'ai une grosse bougie ici que je vais tout de suite racheter à la clôture de cette bougie. Il faudra se méfier. Pourquoi pas regarder, je sais pas, des Fibonacci sur toute cette bougie, aller choper les 50-60% de Fibonacci, etc. Selon vos méthodes, après, il faudra tout simplement attendre. Donc, pas être, entre guillemets, trop pressé, chercher des bons points d'entrée ou tout simplement prendre des swings sur le moyen terme, hein, tout simplement, disons les 15 prochains jours. Okay, donc à vous de voir comment vous négociez ça, je vous donne juste mon plan, je reviendrai vers vous si vraiment j'ai un plan aux petits oignons aussi précis que ce que j'avais ici dans cette zone-là la semaine dernière. Malheureusement, ça m'a pas porté chance, c'est un premier stop loss gros, on va dire, depuis longtemps. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on est capable de refaire, ok. Forcément, je suis obligé de parler des cryptos quand je vois ce qui se passe, d'accord. Alors, on va passer les grands indicateurs avant même de regarder le graphique du Bitcoin, parce que j'aime bien faire ça. On a un volume de long qui commence un petit peu à retomber. Alors, attention, hein, c'est pas dramatique. J'aimerais bien vous le montrer sur des grandes unités de temps, ou en tout cas, vous compressez un petit peu la courbe. On est ici, ok. Et ça, c'est le nombre de longueurs d'acheteurs du coup du Bitcoin. Donc globalement, par exemple, en 2022, c'était une grosse phase où les gens achetaient du Bitcoin et s'asseyaient dessus. Ok, donc ça a monté. Là, on est dans une phase un petit peu plus compliquée où les gens commencent un peu à liquider un peu des Bitcoins. Donc ça, c'est des bougies hebdo. Donc ça va, en sachant qu'on n'est pas sur les 20 000, hein, on est sur les 60 000. Donc ça va, ok. Il n'y a pas vraiment un gros volume, il n'y a pas des personnes qui ont déchiré leur vente non plus. Et ça tombe bien parce qu'ici c'est le nombre de shorters à découvert, il n'y en a presque pas. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais par rapport à ces grandes phases qu'on a eues justement en 2022, on n'y est pas du tout. Donc bon, il n'y a aucun signal vendeur sur ce côté-là, ok. Le Total 3 qui est absolument magnifique, on a cassé par le haut, enfin, et qu'on va pullback avant de repartir, j'en sais rien, et je finis par la déviation du Bitcoin, donc la dominance, pardon, en pourcent du Bitcoin. On était au-dessus de 60% quand il s'approchait des 100 000, aujourd'hui on est où? On est aux alentours de 58%. Ça veut dire qu'on commence à avoir une dominance du Bitcoin qui commence à se tourner. Donc, c'est-à-dire que dans un bull run, vous avez la saison du Bitcoin, et vous avez ensuite l'alt season. Là, ce que j'ai fait moi sur le Bitcoin, je vous le dis, je ferai une vidéo dédiée parce que justement, je suis en train d'étudier des projets crypto. Il faut que je le fasse assez vite. Mais globalement, si on regarde sans indicateur aucun, on n'a même pas touché les 100 000, ok, à 400 points près. Ok, on a fait une petite. Est-ce qu'on va pas casser par l'eau? J'en sais rien, d'accord. Je sais pas de boule de cristal. Je sais juste qu'éventuellement, c'était une première zone à racheter. C'est une première zone à tenir, si vous voulez, pour les acheteurs, si vraiment ils veulent conserver ce flux énorme. Et même s'ils ne conservent pas le flux, on mettra des Fibonacci, on trouvera des points d'entrée, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le flux de Bitcoin peut se déplacer vers justement les alts. Et c'est l'exemple, hein. Par exemple, le Bitcoin affiche moins 2,4%, l'Ethereum affiche 3,3%. Donc, comme de par hasard, l'Ethereum, qui est, je vous le rappelle, pas sur ses ATH, hein, l'ATH ils auraient autour de 4775, ok, on a quand même de l'espace, eh bien, il est en train de résister plus que le Bitcoin.
C'est suffisamment rare pour le noter et c'est justement peut-être le passage, la bascule importante vers ce qu'on appelle la alt season. Et donc c'est cool. Donc moi personnellement ce que j'ai fait, et je vous le dis, et ça sera la fin de cette vidéo, j'ai pris 30% de mes bitcoins, ok, spots que j'avais en dessous des 20 000, que j'ai pris sûrement avec vous dans différentes vidéos, etc. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais me chercher des alt season, des alts tout simplement, pour profiter de cette alt season. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à commenter, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Allez, ciao.